Voilà, nous allons commencer par 4 allocutions introductives. Et d'abord, je donne la parole au président de la Mission laïque française et de l'OSUI, Yves Aubin de la Messusière. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames les conseillères, Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs, inspecteurs généraux, Monsieur le Président de l'AFAPE, proviseur, directeur, agent comptable, professeur, chers amis, je salue aussi les membres du bureau du conseil d'administration de la Mission laïque française et aussi de l'OSUI, de l'Office scolaire universitaire international. Alors, c'est un plaisir de nous voir réunis nombreux à Saragosse autour de nos deux associations, Mission laïque française et Office scolaire universitaire international, auxquels j'associe bien évidemment la FLEC, l'Association franco-libanaise pour l'éducation et la culture, et je salue son vice-président, ici présent, Rima Mahmoud. Je suis heureux et fier de vous accueillir à l'occasion de ce congrès, Monsieur l'ambassadeur de France, chers collègues, représentants nos partenaires des ministères des Affaires étrangères, du ministère de l'Éducation nationale, et votre présence témoigne que vous êtes convaincus de la contribution de nos associations au rayonnement de l'enseignement français dans le monde. Et je suis particulièrement honoré que le congrès de la Mission laïque soit accueilli cette année à Saragosse, et je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de saluer le vice-maire, Monsieur Fernando Jiménez Marín, et il nous fera l'honneur de sa présence amicale ce matin. Donc, à travers Saragosse, que l'on qualifie Saragosse la fière, et Napoléon l'a constaté à 2 reprises à ses dépens, si voisine de la France, et aussi à travers Saragosse, c'est l'Espagne que nous saluons, pays dont nous admirons bien entendu l'histoire, la culture et les valeurs, et dont la langue est si familière en France, au point qu'un élève sur 3 l'apprend en France. En Espagne, l'enseignement français a toute sa place. La Mission laïque française y compte 11 écoles et lycées, accueillant près de 6 000 élèves, majoritairement de nationalité espagnole, réseau donc complémentaire du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Je voudrais saluer l'excellente direction de Christophe Gallet, le proviseur du lycée Molière de Saragosse, ainsi que son action de coordonnateur de notre réseau en Espagne. Et j'aurais voulu, mais je pense qu'il n'est pas là au représenter, saluer aussi, il sera là tout à l'heure, le président de l'association des parents d'élèves, M. Andrés Porta, pour le remercier de son engagement en faveur de l'établissement. Et je voudrais lui dire, lui transmettre le message que nous sommes toujours, bien entendu, très attentifs à ses conseils. Et fort de l'appui des parents, et alors même que la crise économique sévit encore en Espagne, notre lycée, le lycée de Saragosse, a su relever le défi avec panache et créativité pour convaincre de l'excellence de son enseignement un public encore plus large que les années passées. Donc le réseau de la MLF, comprenant 126 établissements répartis dans tous les continents, est constitutif du système éducatif français et de notre diplomatie culturelle. C'est sa raison d'être dans un partenariat historique, fidèle et loyal, et qu'il souhaite mutuellement confiant et équitable avec l'État, dans le respect, bien entendu, de l'autonomie de l'association, de sa personnalité, association à l'histoire plus que centenaire. N'en doutez pas, cette part associative de l'enseignement français à l'étranger que vous rencontrez à Saragosse ira se renforçant. Le partenariat entre l'État avec son opérateur public, l'AEFE, et nos associations est en effet indispensable pour assurer
dans l'économie la plus rigoureuse des ressources de notre pays, la continuité et la pérennité de l'école française dans le monde. Par-delà le lycée, le Molière, et, comme on dit en espagnol, excusez ma faiblesse de cette langue, en Zaragoza dicen el Molière. Je m'adresse aux équipes pédagogiques et administratives de notre réseau. Dans ce monde compliqué et imprévisible, ondoyant et divers, aurait dit Michel de Montaigne, penseur aigu des transitions humaines, la langue française, l'éducation à la française, les principes philosophiques et moraux dont nous sommes les héritiers restent des valeurs sûres que vous avez le devoir de transmettre. Vous le faites excellemment, avec et pour la mission laïque française, c'est-à-dire avec un engagement propre à la vie associative. La récente charte de la mission laïque française que nous avons élaborée lorsque nous sommes arrivés avec Jean-Christophe Debert en 2009, il nous apparaissait nécessaire d'être doté d'une charte et qui a été, je vous le signale, traduite en plusieurs langues et en langue espagnole, donc met en exergue ces valeurs, ces principes de laïcité, de solidarité, de dialogue des cultures et d'humanisme. Et toutes ces valeurs et ces principes sont représentés dans un recueil de textes contemporains publié par la Mission laïque française et le CNDP, qui s'appelle « Itinéraire humaniste pour notre temps », qui sera présenté là tout à l'heure, lors d'une table ronde. Donc, tout autant ouvrage de référence et outils pédagogiques à votre disposition. Aux côtés de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, avec laquelle notre partenariat s'approfondit, et dont je salue la représentante et les proviseurs ici présents, vous faites partie de ce grand réseau scolaire en Espagne, l'un des plus importants au monde, à l'usage de nos compatriotes expatriés et de toutes les familles espagnoles, étrangères, qui nous font confiance pour former leurs enfants. C'est une belle et lourde responsabilité qui incombe à notre association, bien entendu, mais aussi à l'État, dont le représentant ici, Monsieur l'ambassadeur de France, assume l'importante et délicate mission de pilotage et de cohérence de ce très grand réseau. Deux temps forts viennent de marquer le paysage de l'enseignement français à l'étranger. La loi du 9 juillet 2013, dite loi de refondation de l'école, et la réflexion qui a été menée au sein du ministère des Affaires étrangères sur l'enseignement français à l'étranger et dont les conclusions ont été présentées par M. Laurent Fabius en Conseil des ministres le mois d'août dernier. Ce sont des processus, pour nous, complémentaires, quoique de nature très différente. S'agissant donc de cette réflexion, laquelle, après celle que j'ai conduite en 2008, redit l'importance de l'école française à l'étranger pour notre diplomatie d'influence, et j'en souligne son double apport. Tout d'abord, affirmation du rôle de l'État stratège sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères, dont je salue la représentante ici aussi, Anne Griot, directrice de la coopération culturelle et universitaire et de la recherche. C'est aussi le renforcement de l'implication du ministère de l'Éducation nationale, essentiel pour garantir la continuité, la qualité et au total les valeurs de l'enseignement français à l'étranger. Ces conclusions importent au plus haut point à la mission laïque qui n'aspire qu'à leur mise en œuvre rapide. Et je vous le dis, j'ai un sentiment d'urgence. Pourquoi ? Les pouvoirs publics sollicitent en effet de plus en plus la mission laïque en raison même de sa souplesse de gestion, de sa réactivité et de son expertise plus que centenaire, et il faut aussi le reconnaître, d'un coût moindre pour le budget de l'État. L'enseignement français à l'étranger a besoin de perspectives de développement claires. La mission laïque aussi, car depuis 2010, ces instances l'ont dotée d'orientations stratégiques précises. Elle a besoin aussi de prévisibilité. Elle se conformera d'autant mieux aux nouvelles orientations qu'elle y aura apporté sa propre pierre. Cela est conforme à la mission d'utilité publique qu'elle a reçue de l'État depuis 1907.
Avec les pouvoirs publics, la mission laïque appelle solennellement à un contrat transparent et confiant pour la mise en œuvre de nouveaux projets, car elle souhaite légitimement qu'ils soient, ces projets, éligibles aux moyens et facilités que peut leur consentir l'État, accompagnés des simplifications administratives qu'exige notre engagement contractuel avec lui. Les conventions qui la lient au ministère des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale excluent en effet qu'on traite la MLF comme n'importe quel établissement privé, à caractère commercial ou non, qui ne se donne aucune obligation devant la puissance publique. Bref, au total, je souhaite qu'on ne prenne pas la mission laïque pour une commodité. Mesdames et messieurs, chers collègues, conservatrice, s'agissant de ces valeurs, donc inscrites dans la charte que je viens de citer, conservatrice s'agissant de ces valeurs, la mission laïque se veut innovatrice dans le domaine pédagogique. C'est la raison pour laquelle la direction générale de la mission laïque a choisi le numérique comme thème de ce congrès. Le directeur général y a mis toute son énergie depuis des mois, avec l'appui de toute son équipe, en se référant aux apports les plus conséquents de la loi de refondation. Prolongement et vitrine de notre système éducatif dans le monde, nos établissements ont pour certains d'entre eux entamé leur révolution numérique. Pour d'autres, peut-être plus isolés, moins facilement équipés, elle est entièrement à penser. Pour tous, le défi est considérable, tant le numérique marque désormais de son emprise le rapport au savoir. C'est une chance s'il commande un changement de culture. Ce sera un échec s'il se résume à une juxtaposition bricolée d'équipements, d'intentions, de bonnes intentions, de tâtonnements pédagogiques qui, sans cohérence, ne constitueront jamais une stratégie. En France, le numérique relève de la loi, c'est-à-dire d'une volonté nationale. À l'étranger, il s'agit d'un projet, donc avec des adaptations locales, bien entendu, qui nous revient ensemble d'encourager, stimuler, outiller intellectuellement, valider pédagogiquement, car il repose sur la seule communauté éducative. Jean-Christophe Debert, tout à l'heure, vous présentera plus précisément les enjeux du numérique dans notre réseau. Merci à vous, mais je ne sais pas si Madame Catherine Bizot a pu nous rejoindre. Ah, ben voilà, je vous salue. Donc, chère Catherine Bizot, toute nouvelle directrice du numérique, et à tous vos collègues du ministère des Académies d'avoir fait le déplacement à Saragosse, je vous en remercie infiniment. La France éducative se mesure désormais à l'international au travers de ses résultats. N'oubliez pas, chers collègues, que nos établissements à l'étranger, confrontés à la concurrence, doivent et veulent témoigner de l'intelligence française. C'est le sens de cette rencontre à laquelle, de nouveau, je vous remercie d'apporter vos précieux concours. Je suis convaincu que les conclusions des travaux de ce congrès, auxquels les instances dirigeantes de la mission laïque seront extrêmement attentives, apporteront une contribution riche et utile au développement de l'enseignement français à l'étranger. Je vous remercie. Après le président de la mission laïque française, je donne donc la parole à Anne Griot, directrice de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche, qui représente la Direction générale de la mondialisation, des partenariats et du développement au ministère des Affaires étrangères et qui est notre interlocutrice quotidienne. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Consul général, Mesdames et Messieurs, chers amis, alors je vais commencer par des regrets, j'en conviens, c'est un peu inhabituel, mais aujourd'hui, c'est Anne-Marie Descotes, la Directrice générale de la mondialisation, qui vraiment aurait dû être là et le voulait. Elle le voulait parce que certains d'entre vous l'ont côtoyée en tant que directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, mais également dans sa nouvelle fonction de directrice générale. Mais comme vous le savez, il y a eu un remaniement,
un changement de périmètre dans notre ministère des Affaires étrangères, puisque nous avons désormais compétence sur le commerce extérieur et le tourisme, et que demain, le ministre présidera le premier comité technique ministériel paritaire, et qu'Anne-Marie Descotes est aujourd'hui en train de travailler sur les modalités de rattachement, je dirais, de ces nouvelles compétences. Donc je vous transmets ces regrets. Nous nous sommes parlé ce matin et je voudrais également vous porter son témoignage d'amitié. Donc elle est là en pensée. Mais des regrets, mais finalement, ça m'a donné l'occasion, elle m'a demandé de la représenter et je dois avouer qu'elle m'a fait finalement un très beau cadeau et j'en suis ravie, ravie pour plusieurs raisons. En général, j'évite de faire des références personnelles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à titre personnel très heureuse d'être à Saragosse. D'abord parce qu'il se trouve que dans les différentes fonctions que j'ai exercées depuis maintenant quelques années, j'ai été amenée à travailler avec un certain nombre d'entre vous, quelles que soient les fonctions que j'ai exercées, que ce soit d'ailleurs sur la sécurité des communautés françaises à travers les écoles, que ce soit à travers des élections où les lycées nous ont toujours aidés, que ce soit également pour le rayonnement de notre pays. Et finalement, aujourd'hui, c'est l'occasion de vous retrouver les uns et les autres. Et puis à titre personnel, parce que, Monsieur le Président, grâce au congrès de la MLF à Saragosse, j'ai pratiqué en tant que mère de famille ce réseau d'enseignement français à l'étranger et que j'arrive à retrouver le premier proviseur que l'aîné de mes enfants a eu il y a 15 ans à Pékin en petite section et son dernier proviseur à Barcelone en première. Donc c'est pour vous dire, le congrès de la MLF l'a fait. Donc je suis heureuse de retrouver ici à la fois des professionnels absolument remarquables, mais aussi des amis et des personnes sur lesquelles je suis heureuse de compter aujourd'hui dans mes nouvelles fonctions. Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion de ce moment privilégié de la vie de votre association, de ce congrès annuel qui est ce moment d'échange avec cette dimension également de retour d'expérience et de formation pour rendre un hommage, je dirais, appuyé à l'action de la MLF. Et ne pensez pas qu'il s'agit de propos convenus de ma part en début de congrès, comme il se doit de le faire. Ils sont, Monsieur le Président, fondés et extrêmement sincères. Je voudrais rendre un hommage à chacun d'entre vous, quelles que soient les fonctions que vous exercez à la mission laïque. Vous êtes des cadres, que ce soit proviseurs, intendants, gestionnaires de lycée, rendre hommage au conseil d'administration, vous rendre hommage, Monsieur le Président, parce que vous, effectivement, vous l'avez démontré il y a encore quelques instants, je dirais l'engagement, les convictions, le courage, la détermination, mais aussi le panache qui vous anime dans la direction de cette association, secondée en cela par votre directeur général qui inlassablement sillonne, je dirais, tout votre réseau à l'étranger et qu'il nous arrive avec Jean-Christophe de plus souvent parler par texto aux quatre coins de la planète. Donc ça prouve qu'il est là et qu'il est sur le terrain près de vous. Donc vraiment, c'est un hommage appuyé et je voudrais vous dire, à travers cet hommage, rappeler quelle est la place effectivement particulière. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, moi je représente le ministère des Affaires étrangères et quelque part l'État. Et c'est vrai que quand on parle de l'enseignement français à l'étranger, quand on parle de ce réseau d'établissements, 488 établissements répartis dans 130 pays, portés par un opérateur public, effectivement, l'AEFE, un partenaire historique, privilégié, singulier, qui est la mission laïque, forte de son histoire. Vous l'avez évoqué, une création en 1907 et de la présence d'autres partenaires. Vous avez, MLF, une place tout à fait à part. Et c'est vrai que vous avez évoqué un peu la force de ce réseau, qui est un peu la force du réseau de l'enseignement français à l'étranger, son implantation, sa qualité pédagogique, que vous, équipe de proviseurs, d'enseignants, de gestionnaires, vous portez, parce que sans vous, il n'y aurait pas de qualité tout court, il n'y aurait tout simplement pas d'enseignement. Les procédures ne servent à rien s'il n'y a pas derrière des femmes et des hommes qui les portent. Cette mixité qui nous permet, quand bien évidemment cela est possible, d'avoir scolarisation d'enfants français avec des nationalités tierces, mais également des nationaux.
Mais il y a quand même une singularité de la MLF, et il y a ce qui vous distingue, ce qui fait effectivement une identité qui vous est propre et une place tout à fait unique. Et moi, j'en vois deux, nourrie à la fois de mon expérience personnelle en poste, mais nourrie également de mes fonctions et de ce que je vois actuellement depuis quelques mois comme directrice de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche. Et vous l'avez un peu évoqué déjà, Monsieur le Président. Vous tirez, je dirais, une force de votre statut qui est le statut associatif, qui, au-delà de son enthousiasme et de sa détermination, vous donne deux choses. Une vraie capacité de réaction, d'adaptation, qui fait qu'effectivement, quand on parle de développement de l'enseignement français à l'étranger, il est aujourd'hui beaucoup porté par la mission laïque et fort bien porté. Et c'est vrai que l'État fait souvent appel quand il s'agit d'aborder des situations innovantes, compliquées. Vous avez cette souplesse-là qui est effectivement votre marque de fabrique. Mais je dirais que cette souplesse, vous la retrouvez également, je dirais, dans le travail de vos équipes et l'organisation de ce congrès, parce que je sais combien ça a été compliqué aussi, mais dans quel état d'esprit cela s'est fait. Mais c'est souplesse qui permet de la place à de la créativité, à de l'innovation, à expérimenter, je dirais, et qui vous donne parfois effectivement de l'avance. Vous êtes souvent précurseur. Et effectivement, vous l'évoquez, vous avez pris le thème du numérique. Moi, quand j'ai vu effectivement ce thème du numérique, je me suis dit, oui, effectivement, la MLF a pris ça parce qu'ils ont souvent, je dirais, cette avance dans ces choix. En tout cas, moi, je regarderai vos conclusions avec beaucoup d'attention. Donc, effectivement, je vous le dis très simplement, vous avez une place à part. Vous pouvez être tous fiers individuellement et collectivement de ce que vous faites. Vous êtes un atout pour notre pays. Vous avez votre place, elle est reconnue. Vous avez une légitimité forte. Et non, Monsieur le Président, la MLF n'est pas une commodité. La MLF est un partenaire historique, politique, privilégié de l'État. Alors aujourd'hui, comment faire? Parce qu'on est entre nous, quelque part, nous appartenons tous à une même et grande famille. Comment faire pour mieux travailler ensemble? Comment faire pour penser l'avenir ensemble? Et quand je dis ensemble, c'est bien évidemment la responsabilité de l'État, du ministère des Affaires étrangères dans sa dimension coordination de l'action extérieure, mais aussi du ministère de l'Éducation nationale. C'est vous, Mission laïque, à travers toute la richesse de votre réseau, mais ce sont aussi les parents, et je voudrais saluer la présence de Monsieur Denis. C'est tout un ensemble, c'est toute une chaîne qui doit penser collectivement à l'avenir de ce réseau. Pourquoi je dis cela? Parce que nous devons s'appuyer sur les expériences, et parmi aussi l'expérience de ceux qui nous importent, je pense aussi à la représentation de nos Français de l'étranger. Je salue deux de nos conseillères à l'Assemblée des Français de l'étranger. En tout cas, moi, elles m'ont été vraiment d'un précieux soutien dans ma mission. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous pouvons être fiers de l'enseignement français à l'étranger, mais nous ne pouvons pas seulement dire « nous sommes bons, cela marchera tout seul ». Non, la situation a beaucoup changé en quelques années. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la mondialisation. On peut y imputer tout ce que l'on veut, mais le fait est que ça a effectivement beaucoup bouleversé les cartes. D'abord parce que, tout simplement, dans beaucoup de pays, les systèmes éducatifs locaux se sont améliorés. C'est aussi une réalité, et je dirais, fort heureusement, après tout. Et puis, il y a aussi des opérateurs, des écoles internationales, allemandes, américaines, anglaises, asiatiques, qui investissent ce champ, qui ont compris que la compétition liée à la mondialisation, elle passait par le marché de l'éducation. J'emploie ce terme que nous n'aimons pas, mais oui, nous sommes aujourd'hui sur un marché concurrentiel. C'est aussi cette réalité-là. Il y a cette modification de l'offre et il y a cette modification aussi de la demande de la part des familles. Je dirais, les familles étrangères, notamment dans les pays émergents, quand elles pensent scolarisation, elles pensent stratégie aujourd'hui éducative. Scolarisation n'étant qu'un élément avant des études supérieures. Et le choix se fait beaucoup aujourd'hui dans la capacité de donner aujourd'hui à des enfants une formation qui leur permette aujourd'hui d'être autonomes dans le monde du travail. C'est cette réalité-là dans laquelle... Mais vous savez, les familles françaises,
elle pense aussi comme ça. Vous êtes proviseur, et moi je le sais à travers mes fonctions, je le sais aussi en tant que, je dirais, cliente, entre guillemets, la demande est beaucoup plus complexe, et aujourd'hui, il faut entendre cette demande. Et je crois vous avez parlé de l'intelligence française, j'aime beaucoup cette expression, Monsieur le Président, oui, je crois qu'il faut avoir à la fois de l'ambition, mais de la lucidité et un peu d'humilité. Et il faut avoir beaucoup d'intelligence pour entendre aujourd'hui ce qui se passe et la demande qui nous est faite, et voir quelles réponses nous pouvons apporter entre ce qui est l'enseignement français à l'étranger, ce qui est un enseignement international francophone, ce qui est un enseignement international avec de l'expertise française ou à la française, ce qui est aussi un enseignement local de qualité, mais avec un lien avec la France. Et nous avons, et l'État devra jouer, et là je dirais que j'assumerai aussi toute ma responsabilité dans mes fonctions, un rôle pour entendre cette demande et voir aussi comment nous y répondons. C'est vrai que nous avons eu jusqu'à présent le prisme de notre outil, qui est la force de l'enseignement français à l'étranger, c'est-à-dire notre réseau homologué. Quelque part, nous avons à chaque fois regardé ça à travers cette vision-là. Peut-être faudra-t-il évoluer, conserver ça et voir comment nous pouvons compléter. C'est à partir de ce constat en fait très simple que le ministre des Affaires étrangères, il y a un an, a souhaité qu'il y ait effectivement, vous l'avez rappelé, une concertation sur l'enseignement français à l'étranger, qui a été confiée à l'époque à la coordination de Madame Hélène Conway-Murray. Aujourd'hui, le dossier est repris par Madame Fleur Pellerin, qui, outre ses compétences commerce extérieur et tourisme, s'occupera aussi des Français de l'étranger et va suivre plus particulièrement ce travail-là en liaison étroite avec Laurent Fabius. Il y a eu tout un travail de coordination et je dirais que la MLF, elle a été au cœur de cette réflexion. Elle a été au cœur de cette réflexion, notamment une des chemilles ouvrières. C'est aussi un membre du conseil d'administration, la mission laïque, M. François Perret, qui nous fait aujourd'hui l'honneur et l'amitié d'être là. Donc oui, ça a été un élément qui a été très important. Vous l'avez rappelé, il y a eu un plan d'action, c'est une feuille de route qui est très claire. Je dirais, il y a vraiment peu de choses à rajouter. Réaffirmation de la double mission, mission de scolarisation des Français, mission également de rayonnement, intégrer les étudiants étrangers, ce qui n'est pas toujours simple, parce que selon la législation des pays, on peut, à certaines conditions, ou pas du tout, et qu'il faut composer avec cela. Le pilotage, effectivement, l'État doit dire où on va et comment on y va de façon cohérente, mais le ministre a une vision assez claire, il a, dans sa diplomatie, très clairement réaffirmé ses priorités, accompagner les communautés françaises, accompagner les intérêts de la France. Vous allez me dire, avec 2 critères, on est présent partout. Mais à la limite, il s'agit juste de réfléchir ensuite, par zone, à quelles sont, je dirais, nos priorités, et elles sont tout à fait marquées. Après, il faudra savoir comment, effectivement, nous apportons une réponse collective. Après, je dirais, le plan définit aussi ce qui, en termes d'offres complémentaires, peut être effectivement apporté. On a parlé du label France et éducation parce qu'il y a aussi cette dimension-là, qui n'est pas un réseau qui se substitue loin de là à l'enseignement français. C'est quelque chose qui est tout à fait complémentaire, quand je parlais de demandes complexes que nous devions entendre. Et puis, il y a la qualité pédagogique de ce réseau. Et ça suppose effectivement une place qui doit être prise, mieux prise par le ministère de l'Éducation nationale. Et les choses, je dirais, sont en bonne voie, parce que l'Éducation nationale a aussi son expertise, ce qu'elle apporte aussi à travers ses inspections, à travers ses critères d'homologation. Nous devons travailler en bonne intelligence. Et il y a aussi ce que le réseau, ce que vous pouvez apporter également au ministère de l'Éducation nationale. La question des langues et du multilinguisme n'est plus à démontrer. Je dirais Vincent Payon, lorsqu'il était encore ministre de l'Éducation, qu'il s'est rendu au Maroc, a été profondément marqué lorsqu'il a visité les établissements de la mission laïque sur ce qui était fait sur le thème du multilinguisme. Il y a le numérique. Aujourd'hui, c'est vraiment important que vous puissiez réfléchir quand on parle d'enseignement français à l'étranger. Ça repose sur des établissements, ça repose sur un enseignement qui est dispensé par une présence, mais le numérique, c'est un outil. Comment on l'utilise, comment on, gère toutes ces possibilités, comment éventuellement on collabore aussi avec les systèmes éducatifs locaux, comment on en fait quelque chose d'innovant.
Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je lirais cela avec beaucoup d'attention, parce que le ministère aujourd'hui est engagé dans une démarche, c'est-à-dire l'élaboration d'une stratégie numérique qui ne soit pas seulement sous l'angle de la régulation et des directives bruxelloises, mais tout simplement comment nous intégrons le numérique dans tous nos outils de coopération, quels qu'ils soient, culturels, éducatifs, de coopération en matière pour le développement. Parce que le numérique, ça nous permet de démultiplier notre diplomatie d'influence. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel le ministre des Affaires étrangères est très attaché. Quand on parle de l'influence, on parle du réseau. Souvent, le ministre le dit, l'influence, ça commence par du réseautage. Mais vous êtes les mieux placés. Vous formez vraiment des générations. Et c'est là où on voit aussi comment notre enseignement pourrait être davantage et mieux utilisé aussi dans une perspective d'attractivité. C'est un sujet qui est effectivement cher au ministre, qui le dit toujours, on forme, c'est très bien. Mais il ne faut pas seulement former et qu'ils partent, il faut aussi en faire des gens qui ont envie de venir à un moment donné en France. Conforter ce lien entre ce qui est apporté par notre réseau et l'attractivité notamment de notre enseignement supérieur en France. Et c'est un sujet sur lequel également nous souhaiterions travailler et qui sera probablement aussi abordé dans la convention cadre qui sera renouvelée avec la mission laïque. Donc je voudrais, en conclusion, vous remercier, très simplement, vous remercier pour votre engagement, pour votre détermination, pour porter quelque part les couleurs de notre pays, de le faire de façon, je dirais, effectivement loyale, intelligente, avec l'ensemble de la représentation de la France à l'étranger, parce que je dirais que dans le contexte dans lequel nous évoluons, nous devons être unis, solidaires et vraiment complémentaires, nonobstant les statuts et je dirais la place que les uns et les autres doivent occuper et pleinement occuper dans le respect de leurs spécificités. Je voudrais également vous dire bravo, bravo pour ce congrès. Je félicite l'ensemble de la direction de la MLF et également Christophe Gallet pour tout le travail qu'il a fait. C'est un excellent proviseur, je peux en témoigner dans cette circonscription qui a été la mienne pendant 3 ans. Et je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier personnellement, ainsi que votre directeur général, et que vous pourrez compter sur l'État. N'ayez aucun doute là-dessus. Certes, il peut y avoir des difficultés, nous sommes tous confrontés à des difficultés, mais si nous avons l'intelligence de les aborder ensemble, elles se surmonteront, et de toutes les façons, nous le devons, nous n'avons pas d'autre choix que cela. Merci à tous. Je vous souhaite en tout cas vraiment 3 jours de travail intense et surtout beaucoup d'idées et de créativité. Merci à tous. Merci, chère Anne, de ces paroles familiales, constructives et gagnantes. En accueillant l'ambassadeur de France en Espagne, Jérôme Bonafont, je voudrais très personnellement, au nom de toute l'Assemblée, au nom de la mission laïque et de la Direction générale, remercier son action et celle de son équipe. Alain Faure, Isabelle Marquibert-Barbeau, ici présents, mais aussi l'inspectrice de l'Éducation nationale pour un travail extrêmement professionnel, attentif, amical pour ce que nous faisons tous. Je remercie aussi le consul général à Barcelone qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui et leur dire à tous que véritablement, même si les temps sont parfois compliqués, cet esprit de solidarité, d'amitié est formidablement positif et utile pour nous. Merci beaucoup, cher Jean-Christophe. Señor alcalde, primero algunas palabras para dar las gracias a la ciudad de Zaragoza para acoger este congrès de la mission laïque française. Zaragoza es una ciudad maravillosa y de gran cultura y de gran vinculación con Francia. Entonces, muchísimas gracias para acoger a nosotros y todos vamos a disfrutar su hospitalidad. Monsieur le Président de la Mission laïque française, Monsieur le Directeur général,
Mesdames et Messieurs les proviseurs, Mesdames et Messieurs, Madame la directrice, Monsieur le directeur du CIEP, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Monsieur le président de la Fédération des associations de parents d'élèves, Mesdames les représentantes des Français, il y a beaucoup de monde à saluer aujourd'hui, Monsieur le consul général, Monsieur le consul honoraire, Monsieur le directeur proviseur du lycée, beaucoup de monde à saluer, beaucoup d'amis, puisque je retrouve ici des collègues et amis de longue date. La première fois que j'ai entendu parler d'Yves Aubin de la Vessusière, c'était dans un livre d'Alain Decaux qui s'appelait « Le tapis rouge » et dans lequel il faisait l'éloge de son directeur de cabinet. Et c'est ainsi que, jeune diplomate en poste je ne sais où, j'ai pu mesurer à quel point la diplomatie culturelle était une part fondamentale de notre diplomatie. J'ai essayé d'en retenir la leçon ensuite. J'ai d'ailleurs pu pratiquer cette leçon avec François Perret, avec Jean-Christophe Debert dans différentes fonctions parisiennes. J'espère l'avoir pratiquée aussi avec Anne quand elle était consul général à Barcelone il n'y a pas si longtemps. Et nous sommes ici à Saragosse, ville liée à la France par la littérature. On y a trouvé un manuscrit écrit en français par un Polonais, vous le savez. Ville liée à la France par l'histoire. Yves évoquait les conquêtes napoléoniennes. Ville emblématique de la modernisation de l'Espagne au cours de ces décennies, car si vous avez pu parcourir la ville, vous aurez observé que la capitale du royaume d'Aragon a su se transformer en ville moderne, en ville ouverte aux investissements étrangers, en ville ouverte à l'activité internationale, en ville emblématique d'une Espagne qui sort de la crise. Et cela, je voudrais vous le dire, vous avez eu raison, Monsieur le Président, de venir ici à Saragosse en Espagne, parce que l'Espagne est en train de sortir d'une crise extrêmement dure et d'en sortir en faisant le choix résolu de l'ouverture au monde, un choix que réaffirme son commerce extérieur, excédentaire pour la première fois depuis des décennies. Que nous dit cette crise de l'Espagne? Que nous dit cette sortie de crise de l'Espagne? Elle nous dit que les réformes donnent des résultats. Elle nous dit aussi que c'est en regardant vers le grand large que nos pays trouveront la voie de l'avenir. Construire l'Europe, construire la place de l'Europe dans le monde. Et là, nous sommes au cœur du projet de la mission laïque française. Nous sommes au cœur de ce projet parce que la mission laïque, c'est elle qui, au fond, avec l'AEFE, forme ces jeunes Français qui auront une formation mondiale et forme ces étrangers, 50 000 pour la MLF, me disait le président il y a quelques minutes, ces étrangers qui auront avec la France, de par leur éducation, un lien tout à fait privilégié. Ma conviction, en tant qu'ambassadeur, autrefois en Inde, maintenant ici, ma conviction, c'est que c'est bien par l'éducation que nous assoirons dans la durée le rayonnement de la France. Et que par conséquent, l'AEFE et la mission laïque exercent une mission capitale au service de l'avenir de notre pays. C'est un investissement que consent l'État, un investissement lourd, un investissement qui se fait avec l'argent des contribuables. Nous devons y penser chaque fois que nous réfléchissons là-dessus. Mais c'est aussi un investissement qui se fait avec le concours actif et financier de tous les parents d'élèves. Et c'est donc bien une logique de partenariat dans laquelle s'inscrit cette relation entre l'État et la MLF ou l'État et l'AEFE, dans laquelle s'inscrit cette relation entre les parents d'élèves et leurs établissements. Et là, il y a quelques questions qui se posent pour l'avenir. La diversité du réseau de la MLF en Espagne en témoigne. Il m'arrive fréquemment d'en rencontrer les proviseurs, que je félicite pour leur action, les parents d'élèves, mais aussi les responsables de la MLF à Paris. Et que dit tout cela? Tout cela dit d'abord qu'il y a une extraordinaire attractivité du modèle éducatif français en Espagne et sans doute dans le monde. À quoi cela tient-il? Je reçois des lettres de personnalités espagnoles extrêmement haut placées pour solliciter des places dans nos lycées à l'étranger, en Espagne. Et que disent ces lettres? Toutes ces lettres disent la même chose. La formation à la française donne aux élèves
une tête bien faite, donne aux élèves les capacités de raisonnement qui leur permettent ensuite d'être efficaces dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du monde. Et c'est cela la clé de notre modèle, c'est la capacité de donner aux élèves une tête bien faite. Et là, on retrouve la tête bien faite plutôt que bien pleine, on retrouve le vieux projet humaniste français, on retrouve un modèle qui, au fil des siècles, de Rabelais et Montaigne, que citait Yves Aubin de la Messusière tout à l'heure, aux encyclopédistes, à la Troisième République, ce modèle qui a voulu que l'éducation nationale crée des citoyens à part entière. C'est bien cela que viennent chercher les parents qui confient leurs enfants à la mission laïque. Première question, saurons-nous, à l'heure de la mondialisation et à l'heure des nouvelles technologies, rester fidèles à ce modèle et saurons-nous l'adapter, y parviendrons-nous? C'est toute la pertinence du sujet de votre congrès et je crois pouvoir dire que vos conclusions ne seront pas utiles seulement pour le réseau de la MLF. Vos conclusions devront irriguer l'ensemble du réseau français culturel à l'étranger parce que, nous en parlons souvent avec Alain Faure et son équipe, le numérique n'est pas encore suffisamment exploité par notre réseau à l'étranger. Et l'extraordinaire potentiel de ce réseau n'est pas encore suffisamment utilisé par l'ensemble de ce réseau. Il y a aussi la question de la viabilité économique de ce réseau. C'est une question absolument capitale. Et s'il est une chose qui m'étonne depuis que je me plonge dans les dossiers des établissements français d'éducation à l'étranger, une chose qui m'étonne, c'est la diversité des résultats économiques de nos lycées et collèges. Et là, mesdames et messieurs les proviseurs, je crois qu'il y a à engager entre nous tous un très gros effort de concertation, de rationalisation et de partage d'expériences. Parce que l'on constate des situations absolument disparates, on constate, dans des conditions économiques à peu près comparables, des résultats incohérents les uns avec les autres. Il y a, j'en suis convaincu, des sources d'économie considérables à explorer. Il y a également des bonnes pratiques à partager, selon cette formule qui va toujours laisser rêveur. Il y a certainement beaucoup à faire pour que notre réseau soit, en cette période de disette budgétaire, un réseau plus efficace. Et puis, Anne Griot l'a dit, ce qu'il faut au fond, c'est que les élèves français à l'étranger arrivent ensuite en France à égalité d'éducation avec leurs camarades français, c'est aussi, ou bien leurs camarades de France, devrais-je dire, c'est aussi que les étrangers soient incités à venir passer une partie de leurs études en France et faire leur carrière en France. Et de ce point de vue, je souhaite souligner à nouveau, comme nous le faisons souvent avec Isabelle, je souhaite souligner à nouveau l'urgente nécessité d'une mise en réseau de nos anciens élèves. Il est absolument capital que toutes nos entreprises à l'étranger sachent qu'elles disposent, avec les élèves étrangers des lycées français à l'étranger, de cadres, d'ingénieurs, de techniciens, de gens avec un savoir-faire exceptionnel et la double culture. Et cela n'existe pas. Il y a 2000 entreprises françaises en Espagne qui emploient 300 000 personnes. Il y a 20 000 élèves français dans les lycées français d'Espagne. Je vous assure qu'il y a là un gisement que nous n'exploitons pas et un bon argument pour que les parents d'élèves, dans le futur, continuent à mettre leurs élèves ici. Je conclus en vous disant à quel point l'idée républicaine qui anime la mission laïque, l'idée de valeurs universelles, l'idée de citoyenneté, l'idée d'humanisme qui irrigue l'éducation nationale, qui fait la force de notre réseau scolaire, est une idée moderne à l'heure de la mondialisation. Mais cette idée moderne, c'est à vous et à nous qu'il appartient de continuer à l'incarner pour que la France, son projet culturel, sa présence à l'étranger
soit perçu non pas comme quelque chose qui appartient à la tradition, mais comme quelque chose qui prépare l'avenir, qui construit l'avenir et qui a plus de pertinence que d'autres modèles à l'heure de cette grande compétition mondiale dans laquelle nous vivons. Si je fais le métier que je fais, si Yves Aubin de la Messusière a fait le métier qu'il a fait, c'est parce que nous croyons profondément à la pertinence de ce projet, c'est parce que nous croyons profondément à l'avenir de ce projet français dans le monde, et je crois que la MLF, la Mission laïque française, en est l'une des magnifiques incarnations. Merci d'avoir choisi l'Espagne pour venir ici, merci de vos travaux, merci de l'éducation que vous donnez à nos enfants, merci de votre engagement. Merci, Monsieur l'Ambassadeur et cher Jérôme, de ces paroles très encourageantes et fortes. Es nuestro placer de acoger al vicealcalde, un amigo del Molière, ¿no? El señor Fernando Jimeno Marín, en nuestra reunión. Muchas gracias. Bonjour, señor embajador, presidente de la Misión Laica, directora de Cultura, asistentes a este congreso. Quiero darles la bienvenida en nombre del alcalde de la ciudad de Zaragoza a Zaragoza. Pero me van a permitir primero decirles dos cosas antes de lo que les voy a decir. Primero, pedirles disculpas porque he llegado tarde. Pero yo soy una persona que llega siempre puntual. Je vous remercie d'avoir choisi Saragosse pour vos travaux et je salue, au nom du maire de la ville, Juan Alberto Belloc, tous les assistants au congrès. Je suis un homme ponctuel, malgré être arrivé après l'ouverture. La razón en este congreso quizá esté justificada. He tenido que llevar a mi niño de 5 años al Liceo Molière. J'ai dû emmener mon fils de 5 ans au lycée Molière. Permítanme agradecer también de una forma especial, desde luego, a toda la Misión Laica, pero de una forma muy especial al director del Molière de Zaragoza, por el esfuerzo que sé que ha tenido que hacer este centro para hacer este acto, reunir este congreso en nuestra ciudad. Bueno, bienvenidos, pues, a nuestra ciudad. Zaragoza y Aragón lo conocen perfectamente, son regiones y una ciudad, una capital, muy vinculadas a la cultura francesa. La personalidad de Zaragoza se ha configurado en relación con Francia, a veces en conflicto y a veces sin conflicto, pero nuestra personalidad se ha configurado en esa relación, en esa interactuación con Francia. Je salue Christophe Gallet, le proviseur du lycée Molière, pour tout l'effort qu'il a dû développer pour organiser ce congrès. Saragosse est une ville qui a des grands rapports avec la France. Notre personnalité s'est faite avec, des fois, contre d'autres, la France. Yo quiero simplemente indicarles, porque ya el señor embajador ha tenido la amabilidad de hablar de mi ciudad, es una ciudad magnífica, pero que lo diga el vicealcalde no tiene mérito. Es una ciudad magnífica y yo simplemente les deseo que en este congreso tengan mucho éxito, porque sus conclusiones influyen mucho, aunque no lo crean, en los debates que se producen también en nuestra ciudad, mucho. No saben los debates que tenemos en nuestra ciudad con los temas de la configuración de nuestra educación. El debate más importante que se ha producido en la ciudad de Zaragoza es porque nuestro alcalde tiene un crucifijo que lo pone en la mesa del ayuntamiento cada vez que hay un pleno. Digo, todo eso se relaciona también con el sistema educativo. Bienvenidos a la ciudad, disfrútenla, aprovechen este congreso para sus conclusiones y aprovechen el día y también la noche. Verán que es una ciudad maravillosa. Bienvenidos a la ciudad, muchas gracias por estar en Zaragoza. Je vous assure que vos travaux ont une grande influence aussi dans notre vie locale. Et nous souhaite de profiter de la ville pendant ces quelques jours.